qui s'appelle Critique de l'intelligence artificielle, un taylorisme augmenté. Et moi, Hadj, je me dis, mais bon, l'intelligence artificielle, c'est la super liberté ou c'est le super esclavage? Bah, techniquement, c'est les deux en fait. Et c'est exactement mon propos. Parce que j'ai pas eu le temps de lire le bouquin mon, Juan Sebastián de Carbonell. Juan Sebastian, mais j'ai l'impression qu'on partage un peu la même analyse. À savoir que il y a une dimension dans l'IA enfin, l'objectif de l'IA en réalité, c'est d'augmenter les humains. Bon. Ce qui était aussi le même objectif d'une certaine manière que la standardisation et que tout ce qu'il y a autour du taylorisme. Et aujourd'hui, finalement, on arrive à un dérèglement. C'est-à-dire que euh, euh, la standardisation, pour moi, et c'est ce que je dis dans le bouquin, elle a fait de nous des visseurs de boulons. C'est-à-dire que tous, au nom de cette standardisation, au nom de cette exigence de l'augmentation de la productivité, on a segmenté les tâches. Chacun est devenu, en fait, si vous voulez, spécialiste, hyper spécialiste d'un micro-truc. Et on est un peu devenu ce qu'on appelle, nous, des visseurs de boulons. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce d'ironie technologique, d'ironie historique, d'ironie humaine, qui fait que les machines viennent et nous disent: ah ouais, vous voulez faire des visseurs de boulons? Eh ben, à ce jeu-là, on va être bien plus fort que vous. Et donc, du coup, on est, nous, confrontés, en fait, à une espèce de défi de transformation. Alors, des transformations comme celles que on est en train d'affronter aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y en a presque eu à chaque grande étape des grandes inventions qui ont marqué l'humanité. Absolument. Dans votre livre, vous citez le feu, vous citez la roue, vous citez l'électricité. Mais vous soulignez que ce qui est quand même différent cette fois-ci, c'est d'abord la vitesse Ouais, c'est ça. à laquelle tout ça va. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a eu des progrès technologiques depuis que l'humanité existe. Sauf que dans les progrès précédents, on avait beaucoup, beaucoup plus de temps pour s'adapter. C'est-à-dire que quand la roue arrive, on a des centaines d'années, des milliers même peut-être d'années pour certains, pour s'adapter. Quand le feu arrive, c'est pareil. D'une certaine manière, quand la machine à vapeur arrive, on a des dizaines d'années. Quand l'ordinateur arrive, on a eu aussi des dizaines d'années. Là, entre deux révolutions technologiques dans l'intelligence artificielle, il y a parfois quelques semaines. Entre deux sauts quantiques, si vous voulez, que nous propose technologiquement l'intelligence artificielle, il y a des fois même parfois, à l'extrême, il y a parfois quelques jours. Et, et à chaque fois, il faut opérer une transformation. Et à chaque fois, il faut s'adapter. Et à chaque fois, il faut inventer quasiment une nouvelle vie. Et c'est cette logique qui consiste en fait à opérer des transformations colossales à un rythme effréné qui est en fait la nouveauté, quoi. Mais ce que vous soulignez bien dans votre livre, c'est qu'en fait, euh, on est comme submergé par une déferlante de technologies. Ouais. Or, le véritable sujet finalement et le véritable défi qui nous est posé par ces technologies, il est philosophique avant tout et pas technique. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, les ingénieurs, la communauté technique, ils ont fait leur travail. Ils ont inventé aujourd'hui, ils ont proposé aujourd'hui sur le marché et dans l'environnement qui est le nôtre, il y a une espèce d'abondance technologique qui est juste colossale. Donc, aujourd'hui, d'un point de vue technologique, on a résolu l'énigme et on a en fait relevé le défi. Maintenant, le défi qui reste, il est humain et il est dans la capacité justement à pouvoir métaboliser, absorber et pouvoir en fait se transformer de sorte à pouvoir utiliser ça pour fabriquer de la liberté. Alors, fabriquer de la liberté, est-ce que ça va aller de pair aussi avec la fabrication d'inégalités? Moi, je me rappelle, quand Internet est arrivé, on s'est dit, c'est fabuleux, c'est la connaissance de toute l'humanité, abondante, accessible à tous, gratuite, et on s'est dit, forcément, ça va aboutir à une réduction des inégalités. Or, on a vu quoi? Bah, on a vu que les crétins, ils regardaient que des trucs de crétins et que les gens curieux n'allaient voir que des trucs de gens curieux et qu'à la limite, cet accès libre à la culture et à la connaissance creusait davantage les inégalités. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, ça va être pareil? Ou bien est-ce qu'on peut espérer que grâce à peut-être à la facilité d'utilisation, etc., ou aux nouvelles compétences que ça va demander, on va au contraire avoir une technologie d'apaisement social? Moi, je fonctionne un peu comme les algos que je produis. Donc,
De 0 à 100, vous voulez que je sois honnête à quel point? 100. En vérité, donc maintenant j'appuie sur le bouton 100, je suis pas certain qu'on puisse sauver tout le monde. Je suis pas certain qu'on puisse sauver tout le monde. Moi, mon boulot et ma mission, c'est pas de sauver les gens. Mon boulot et ma mission, c'est de leur donner une chance. Et aujourd'hui, en vérité, si vous voulez, cette espèce de progrès, cette espèce de chance, d'opportunité, il appartient à chacun de faire les efforts et de décider. Alors, vous, ce chemin vers l'intelligence artificielle, vous l'avez fait au cours des dernières années, parce qu'au départ, c'est pas votre formation, etc. Moi, j'étais juste bon en maths, en fait. Moi, j'aimerais que quels conseils vous pouvez donner pour nous accompagner dans le chemin qu'on va faire pour apprivoiser cette intelligence artificielle? C'est quoi les bonnes questions à se poser? C'est quoi les pièges à éviter? C'est quoi les outils à utiliser? Ouais. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est que moi, quand j'ai emprunté cette trajectoire, il y a un truc qui m'a fasciné, c'est que tout le monde parle d'intelligence, mais que personne ne sait vraiment ce que c'est. C'est-à-dire que les gens parlent d'intelligence artificielle en référence à de l'intelligence humaine, les gens parlent d'intelligence artificielle, les gens parlent de... mais on ne sait pas ce que c'est. Donc la première chose à faire, c'est se poser la question de ce qu'est votre définition personnelle de l'intelligence. Qu'est-ce qui, pour vous, est l'intelligence? Une fois que vous avez ça, ce que nous, on vous dit aujourd'hui, c'est-à-dire que la rupture qu'il y a par rapport à la manière dont on fabriquait, dont on produisait de l'intelligence par ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, l'humain, il va être dans une position de chef d'orchestre. Il y a une espèce d'abondance technologique, une abondance de savoir, une abondance de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, chaque humain devient une espèce de tour de contrôle dont l'objectif, c'est de pouvoir arbitrer, si vous voulez, dans les recettes, dans les éléments, dans les orchestres qui vont pouvoir produire la musique qui l'intéresse lui. Et aujourd'hui, si vous n'acceptez pas si vous voulez continuer, en fait, si vous obstinez dans cette logique qui est la nôtre d'être un visseur de boulon qui consiste à dire moi je vais juste faire ça, je vais visser mon boulon, je vais faire mon rapport, je vais faire mon étude, je vais faire ceci, je vais faire cela, là, votre espérance de vie, elle va considérablement diminuer. Aujourd'hui, il faut accepter qu'il y a des ressources, il faut accepter en fait qu'on passe, en fait, si vous voulez, de missions qui soient hyper centrées sur des objectifs à des missions qui soient complètement transversales et fabriquer en fait les orchestrations qui vous permettront de les utiliser. Alors, pour boucler avec le sujet sur l'enseignement, ouais. Qu'est-ce qu'on doit apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est important de connaître, de maîtriser? Et puis, je demanderai peut-être un petit mot aussi à Philippe Nemo sur qu'est-ce que l'école doit nous apprendre aujourd'hui finalement? À quoi faire? Alors, l'école doit nous apprendre beaucoup de choses, mais si il devait en rester qu'une, je ferais référence à cette phrase d'Albert Einstein des années 50 qui disait que les machines, déjà dans les années 50, Albert Einstein disait « Les machines un jour pourront répondre à toutes les questions, mais elles ne pourront jamais poser la bonne question. Et si effectivement il y avait une connaissance, s'il y avait une chose à laquelle il fallait être formé, s'il y avait un truc, s'il y a un muscle, entre guillemets, qu'il fallait surdévelopper ou en tout cas développer, c'est l'art de poser des questions. S'il y avait une chose, parce qu'après, la question que vous posez, c'est une thèse de doctorat. Je veux dire, on peut en faire 10 livres. Mais s'il n'y en avait qu'une, c'est ça. C'est comment on pose la bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne question? Comment on problématise? Et comment se poser aussi les bonnes questions? C'est ce que je veux dire aussi. Ouais. Comment? C'est l'art de la question. Et du coup, et c'est là, en fait, et c'est pour ça qu'en fait que la problématique devient philosophique, on revient à Socrate. Parce que finalement, ce que Socrate apprend, le métier de Socrate, c'était ça. C'était de poser les bonnes questions et de susciter la bonne question chez les gens avec qui il parlait. Philippe Nemo, qu'est-ce qu'on met dans les programmes de l'éducation nationale aujourd'hui? D'abord, moi, je suis très bon public pour l'IA, puisque j'utilise ChatGPT, mais je pense que je l'utilise de façon productive parce que j'ai déjà mon esprit structuré. Ouais. Donc, moi, je pose les bonnes questions. Mais si je les pose, c'est parce que j'ai déjà tout un système de référence. Et il répond en une fraction de seconde. J'en suis ravi. Mais pour l'école, il faut absolument structurer l'esprit des jeunes. Et ça veut dire exactement tout ce qu'on a détruit dans la pédagogie, dans le pédagogisme actuel, et qui existait depuis bien avant Jules Ferry d'ailleurs, mais qui a continué à exister jusqu'aux années 60. C'est-à-dire apprendre
l'analyse logique, l'analyse grammaticale, les conjugaisons, les déclinaisons quand on fait du latin ou de l'allemand, et ensuite en mathématiques les 4 opérations, et puis l'équation du premier degré, et puis du deuxième degré. Ceci de façon progressive et contrôlé par un professeur au fur et à mesure par des exercices. Et puis l'histoire, dans l'entronologique, la géographie avec tous les pays du monde, tous les continents, toutes les régions de France, etc., de façon systématique. Et à partir de ça, les jeunes finissent par avoir une carte du monde. Et voyant le monde à travers une carte, ils peuvent aller chercher des outils performants. Mais ces outils ne vont jamais remplacer la structuration lente, mais méthodique qui est faite par l'école. Merci beaucoup à tous les deux pour cette plongée au cœur de l'éducation de l'intelligence artificielle, de nos savoirs. Je rappelle vos 2 livres. Philippe Nemo, l'éducation nationale, origine, apogée et déclin d'une idée. C'est au PUF, bien sûr, les presses universitaires de France. Et puis Hatch Khalil, super papillon, comment la philosophie de l'IA peut nous transformer. C'est aux éditions Rio Bravo. Voilà, c'est la fin de cette première librairie de l'écho de la saison. On se retrouve la semaine prochaine depuis nos studios. D'ici là, passez une bonne semaine et évidemment, bonne lecture.